En plus, à cet âge-là, il s'identifie. Il s'identifie au héros et tout ce qui advient, les malheurs, les péripéties, les alliés, les ennemis, les obstacles, lui advient en propre, à lui, enfant, même si c'est le temps d'une illusion qui va durer 5 ou 10 minutes, mais il participe pleinement, il est le héros, ça lui arrive à lui, donc il est concerné, donc d'où la motivation sur l'histoire. Mais ça, c'est la dimension narrative. Mais derrière la dimension narrative, il y a les autres dimensions textuelles sous-jacentes qui sont plus importantes et qui sont une initiation directe à la lecture qui va manquer ou ne pas manquer selon les familles et selon le traitement de l'enfant. Donc ces outils textuels, c'est qu'on a une flopée de lexiques nouveaux qui ne correspondent à aucune expérience directe de l'enfant. Et voilà débarquer dans son monde des citrouilles, des carrosses, des fées, des géants, des chabotés, des loups déguisés en grand-mère et je ne sais quoi d'autre. Et tout ça, c'est un monde fantasmagorique avec des mots nouveaux, des bobinettes qui cherrent et des chevillettes qui se tirent. Bref, il est dans un monde où il doit faire du sens avec son imagination et parfois un peu l'aide de l'intonation du conteur. Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus les objets familiers de la vie quotidienne comme dans le dialogue. Donc il est devant du texte, il est devant du texte pour la première fois. Et en plus, c'est la première fois qu'il y a une telle abondance de troisième personne. Parce qu'en face à face, il y a beaucoup de je, tu, nous, vous. Et puis d'un seul coup, dans le texte, il y a beaucoup de il, elle. La troisième personne devient dominante. En plus, une densité d'informations dans le texte qui est absolument inégale, incomparable par rapport au dialogue en face à face, où en général dans un dialogue il y a une information, où tu as mis ton pyjama, où est-ce que tu as caché le fer à repasser, bon, etc. Donc l'information est pauvre. Là, d'un seul coup, on se trouve, il y a au moins une information par phrase, et comme il y a 50 phrases, il va y avoir 50 informations. En plus, il va falloir qu'il apprenne à stocker l'information du début, parce que le loup du début va ressortir à la fin sous forme de grand-mère. Donc il y a de l'information à stocker, parce qu'il sait que ça va resservir, il faut qu'il stocke. En plus, il faut qu'il apprenne à anticiper, comme en lecture. Il faut qu'il anticipe comment pourrait bien se terminer l'intrigue, mais aussi comment peut se terminer la phrase. Il commence à jouer sur ses anticipations, et donc confirmer ou infirmer, peu importe, mais il a ce travail. L'anticipation, c'est l'intelligence du texte. Or ça, si on ne l'a pas fait sur du texte écouté, eh bien on n'est pas préparé à le faire sur du texte déchiffré. Et donc, avoir à affronter tout ça et le déchiffrage en même temps, c'est la catastrophe. C'est l'absence d'une précompétence textuelle qui peut expliquer des difficultés en lecture et pas les méthodes utilisées qui sont tantôt un peu plus syllabiques ou un peu moins. Ça, c'est du détail. L'enfant doit avoir eu l'expérience de 20, 30 ou 50 textes avant d'aborder son premier déchiffrage. Sinon, il n'a même pas le besoin d'écrit. Alors que s'il a eu des histoires, il a déjà cultivé quelque chose qui sera comme un goût du texte et un besoin d'écrit qui fait qu'au moment où on lui sert le déchiffrage, il sait déjà à quoi ça va servir et il en a même envie parce qu'il veut aller lui-même à la source des histoires. Donc voilà un paquet d'informations qui font que les récits et les histoires racontées aux petits sont absolument vitales pour sa réussite scolaire, au moins au départ en CP, et peut-être pour le restant de sa scolarité dans certains cas. Je peux étayer ce dernier point d'une expérience récente que j'ai faite dans un réseau d'écoles bretonnes, le réseau qui s'appelle Dihun, où les dirigeants de ce réseau d'écoles, à Vannes notamment, ont ouvert, en plus du bilingue français-breton, ont permis l'introduction d'un anglais précoce. Pas du tout le même horaire, hein, évidemment. C'était 3 ou 4 demi-heures selon les années, 3 ou 4 fois 30 minutes par semaine pour les petits dès la moyenne section. Autrement dit, les petits commençaient le breton en petite section avec les horaires qui étaient paritaires
et ajoutait l'anglais en moyenne section avec des petits horaires, mais c'était quand même précoce, c'était pas intensif évidemment. Alors, l'observation de classe que ce directeur ou ce réseau m'a demandé, c'est de comparer les résultats en anglais de ces petits bilingues français-bretons par rapport, dans les mêmes établissements, aux classes qui, elles, sont monolingues francophones et qui ont aussi l'anglais dans les mêmes conditions d'horaire, d'année, c'est-à-dire deuxième moyenne section, et les mêmes profs. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui changeait, sauf le bilinguisme breton-français des uns et le monolinguisme francophone des autres. Pour tout le reste, c'était les mêmes paramètres. J'ai observé donc pendant une semaine, et je dois vous dire, vous livrer la conclusion, c'est que les petits bilingues, tellement à l'aise dans les allers-retours d'une langue à l'autre, avaient plus d'aisance, plus de spontanéité, plus d'initiative dans l'apprentissage de l'anglais en troisième position, déjà tout petit, que leurs camarades monolingues qui, n'ayant pas eu le bénéfice d'une éducation bilingue, même à peine commençante, puisque ils ont commencé un an avant, le breton, et ceux-là ne l'ont pas commencé du tout. Ils ont l'anglais en moyenne section, et leurs résultats sont beaucoup plus lents, plus scolaires, on construit péniblement par un détour par la langue maternelle déjà des choses qui paraissent toujours étrangères, et comme c'est à petite dose évidemment, ça donne une sensibilité, une sorte d'initiation si on veut, ou on pourrait dire aussi saupoudrage, hein. Mais ça n'avance pas, ça n'a pas le même résultat. Alors j'observe en fin de semaine des classes de troisième dans les deux filières en anglais. La classe de troisième bilingue, je tombe sur un prof qui était d'ailleurs, je ne sais plus s'il était gallois ou écossais, il fait toute sa leçon de SVT en anglais, en troisième, ça porte sur les anticorps, les immunités du corps, etc., donc les systèmes immunitaires, et tout se fait en anglais, je n'ai pas entendu un mot de français pendant l'heure, et les enfants ont pu répondre, poser leurs questions, travailler à l'oral, à l'écrit, en anglais sur une matière scientifique totalement, alors qu'ils n'ont pas eu le bilingue paritaire avec l'anglais. Ils ont eu une petite progression d'heures au fil des années, mais arrivés en troisième, ils avaient bien maîtrisé suffisamment la langue pour recevoir une discipline en anglais. Pendant ce temps-là, les autres troisièmes monolingues n'avaient pas un mauvais niveau, mais c'était tellement... On était encore dans le rabâchage des structures, la mise au point des verbes et des formes verbales en anglais. Bref, c'était encore, on travaillait sur les formes et les formes et les formes. Les autres étaient passés déjà à des contenus, eux étaient encore dans la maîtrise des formes. Voilà ce que ça donne. C'est une différence, même, je dirais, du point de vue du maniement intellectuel chez l'enfant qui s'est mis en place à la faveur du bilinguisme, y compris pour une troisième langue qui n'est pas affectée par le bilinguisme mais qui vient en plus. Il n'est pas nécessaire pour bien maîtriser l'anglais un jour, si c'est ce que vous voulez pour votre enfant, qu'il ait eu cet anglais dès le début, dès la maternelle, parce qu'il maîtrisera cet anglais de toute façon très bien grâce à son bilinguisme initial, quelles que soient les composantes initiales de son bilinguisme. Je dis ça parce que sinon, c'est accepter le nivellement à travers l'anglais pour toute la planète. Et ce nivellement, c'est vraiment une perte à la fois pour notre biodiversité et son prolongement que j'ai appelé tout à l'heure la glossodiversité. Et si on perd cette richesse qui est la culture, et je rappelle que la définition pour moi de la culture, c'est sa propre diversité. Et que si on perd ça, on commence à perdre des éléments essentiels de nos vies, parce que les langues sont nos vies, elles sont inscrites dans nos neurones, où elles l'étaient chez nos parents, et on les a plus ou moins perdues pour certains, et c'était bien que des parents prennent conscience et délèguent à leurs enfants le devoir de la réappropriation linguistique et culturelle. C'était vital, c'était la survie, et il fallait le faire. Ça a d'autant plus d'incidence que
probablement pour la plupart des enfants, ils n'ont pas la transmission familiale de la langue et ils commencent en petite section de maternelle, donc c'est là que la différence est la plus sensible. Donc pour la majorité des enfants, il est vrai que l'immersion sera une facilité. Mais je ne veux pas vous balancer ça comme ça de façon abrupte, sans explication. Et revenons un petit peu à la raison de tout cela. Une langue, j'ai insisté beaucoup sur la facilité qu'on a quand on est tout petit. Mais il faut peut-être maintenant prendre le problème par l'autre bout. Une langue, c'est une sollicitation complète de la personne, du petit enfant donc, mais ça serait vrai pour l'adulte à plus forte raison. C'est une sollicitation totale. C'est-à-dire que ça sollicite votre oreille, ça sollicite vos organes articulatoires et phonatoires, ça sollicite votre cerveau à tout niveau, ça sollicite toutes les dimensions psychomotrices, affectives, socio-affectives, culturelles et cognitives également, bien entendu. Donc c'est une sollicitation véritablement totale. Alors, dans le cas d'un adulte, je ne dis plus sollicitation, je dis remise en cause totale. Parce que dans le cas d'un adulte, c'est une véritable remise en cause. Il faut qu'il apprenne à modifier toute une série de réflexes et d'automatismes. Chez l'enfant, ils ne sont pas acquis, ils sont à construire ces réflexes et ces automatismes, donc c'est quand même plus facile. Mais néanmoins, c'est une sollicitation totale qui exige un environnement porteur. L'environnement porteur, et j'arrive maintenant à votre question, il est soit donné par la famille, s'il n'est pas donné par la famille, il va être donné par l'école, et si la maternelle n'est pas immersive, l'enfant n'aura, s'il est en parité horaire, il n'aura dans sa vie éveillée qu'à peine 20 ou 25% d'activité en basque, s'il est en parité horaire. S'il est en immersion, il aura 50% d'activité en basque, parce que le reste des 50%, en famille ou ailleurs, dans la rue, hors de l'école, ça va être en français. Donc l'immersion n'est pas véritablement une immersion totale, c'est une immersion scolaire, et elle est compensatoire. Elle est compensatoire par rapport à une prédominance nette du français. Donc c'est une mesure compensatoire pour faciliter les acquisitions, les premières acquisitions, quitte à revenir plus tard au niveau du primaire à la parité horaire si on le veut. Mais moi personnellement je penche très nettement pour des raisons psycholinguistiques, et ça entraîne la pédagogie aussi, vers l'immersif en maternelle. Maintenant, si pour des raisons psychosociologiques des parents qui ne sont pas prêts, on est obligé de dire qu'il ne va pas y avoir de négligence du français, et pour rassurer les parents, on fait de la parité, je peux le comprendre, mais ce n'est qu'une conception à une trouille des parents. C'est pas plus que ça. C'est une concession à la peur, panique des parents que les enfants n'apprennent pas le français. Ils l'apprendront de toute façon. Ils l'ont déjà appris, et en général, ils l'ont même appris avant le basque. Voilà la vraie raison. Il peut y avoir des cas non pas de semi-linguisme, mais de double semi-linguisme, ce qui n'est pas du tout du bilinguisme. Double semi-linguisme parce qu'ils pourraient, pour diverses raisons, avoir mal étoffé leur français, donc être restés à ce niveau de communication orale qui fait illusion. Et parallèlement, comme la famille aura peut-être hésité ou refusé même d'entretenir la langue d'origine, donc ils seront aussi semi-lingues dans une langue d'origine dont ils ont pourtant des bribes, mais là aussi il y aura semi-linguisme. Alors ils parleront mal l'arabe ou une langue autre, et ils parleront un peu mieux, mais pas très bien non plus, le français, avec cette façade linguistique qui n'est pas étoffée ni lexicalement, ni du point de vue des genres textuels et des ressources textuelles. Donc il peut y avoir double semi-linguisme, je vous le concède volontiers, et naturellement, quand on a surmonté le cap de ce handicap du semi-linguisme, si on a réussi à construire le seuil
Numéro 2, c'est-à-dire la compétence textuelle. À ce moment-là, on est sorti de l'ornière. Même si on n'est sorti de l'ornière que dans une seule langue, c'est mieux d'être monolingue, bien étoffé, bien équipé, que d'être semilingue dans une ou dans deux langues. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis, je ne l'ai pas dit assez, mais je vais le développer maintenant. Il faut redonner les outils de la compétence textuelle aux enfants. Et ça vaut aussi bien dans tous les systèmes, monolingue, bilingue, immersif, paritaire, etc. Il faut redonner de la compétence textuelle, car c'est avec la compétence textuelle que l'enfant va enrichir à la fois ses progrès scolaires, donc le cognitif, mais aussi sa compétence de communication, qui devra être enrichie lourdement, je dirais puissamment, par les retombées de ses compétences textuelles. On n'a pas aujourd'hui une compétence de communication fine, sophistiquée, à la hauteur des besoins et des situations, si on n'a pas le textuel qui vient parachever le communicatif. Le communicatif, c'est le fondement, mais le textuel, c'est l'outil le plus riche qui va donner des dimensions nouvelles à toutes les compétences langagières et cognitives qui suivront. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est le problème d'un savoir acquis exclusivement dans le cadre scolaire et qui ne développe pas suffisamment les registres de l'oral, qui, ne l'oublions pas, ne sont pas seulement ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis allé un peu vite en besogne, j'ai dit savoir, s'identifier, saluer, remercier, demander, donner une information, mais il n'y a pas que ça. Dans la compétence de communication orale, il y a tout ce que je n'ai pas encore dit, mais qui est important, c'est les ressources qui permettent d'exprimer tout, le familier, l'intime, les émotions, la colère, la jalousie, l'envie, bref, toutes les émotions qui s'expriment normalement dans une langue maternelle et qu'il faut permettre, alors comment on peut réfléchir ensemble, mais effectivement l'enfant ne retrouve pas forcément ces registres-là à l'école. Et donc s'il en est dépourvu, sa compétence de communication est incomplète, ça va même très loin. S'il n'a pas les moyens de retomber en enfance, de régresser, donc ça devient du refoulé, et donc l'expression d'un refoulé, ben, c'est pas une belle expression, il faut qu'il puisse se défouler aussi bien en basque qu'en français, il faut qu'il puisse injurier, exprimer sa colère, son désir, bref, tout ce qu'il a envie de dire. Et donc s'il n'a pas tous ces registres-là à sa disposition, ça donne une langue un petit peu stérilisée, un petit peu renverser le problème, et vous allez encore mieux le comprendre. Pensez non pas à vos parents, mais probablement à vos grands-parents qui ont appris un français scolaire, alors qu'ils étaient bascophones pour la plupart d'entre eux, ils ont appris un français scolaire. Et donc, ils ont été très bons à l'école. Bon, je les crédite de cela. Et ils ont été bons à l'école. Ils ont été bilingues à la maison avec le basque qu'ils avaient encore. Mais ils n'ont retransmis à leurs enfants que le français qu'ils avaient appris à l'école, et ils n'ont pas retransmis le basque la plupart du temps, et c'est là que s'est fait la rupture, ou dans la génération d'après. Bref, à un moment donné, le basque n'a pas été transmis, mais seul le français a reçu la transmission familiale. Mais quel français? C'était un français qui était appauvri puisqu'il était scolaire. Donc c'est une génération qui est devenue francophone, mais qui a transmis à ses propres enfants un français qui était diminué de toute une série de dimensions affectives, émotionnelles, des registres différents de la régression, de l'émotion, de l'expression. Et ça, c'est frustrant. Ça peut être même... ça peut donner lieu à des traumatismes qui ne sont pas des traumatismes au sens habituel, parce que ça n'est pas sur un individu, c'est sur une ou deux ou voire 3 générations que se produit l'effet de cette perte. Mais c'est une perte dans l'expression, dans les capacités de s'exprimer.
d'être à l'aise, et même éventuellement, je le dis, de régresser, parce qu'on n'est pas égal dans une vie, dans une journée, on a des moments de régression, et des moments où on est à la pointe, mais on n'est pas toujours à la pointe, on a des moments plus infantiles, et de tout cela, on a besoin d'avoir les registres pour l'exprimer. C'est pas évident. Et donc, c'est aussi un des dégâts de l'éradication des langues, et du coup maintenant on retrouve ça dans une transmission certes qui est bien faite à l'école, mais où on n'a pas toujours les moyens de donner cette occasion aux enfants de s'exprimer dans tous les registres. Alors c'est là que l'école maternelle doit jouer un rôle en multipliant les occasions de jeux de rôle, de jeux avec les marionnettes, de sketchs, de petites scénettes où l'enfant n'est plus lui-même, il sort de son personnage pour jouer le rôle, et donc dans le rôle il est libéré par rapport à ce qu'il est socialement, et il peut dire plus de choses, il peut s'exprimer, il peut régresser, il peut se défouler, et tout ça, ça permettra de mettre en place des registres plus riches et plus intimes et plus expressifs. Et ça, évidemment, c'est surtout l'école maternelle qui peut le faire, et un peu aussi l'école primaire, bien entendu. C'est pas une question facile. C'est pas une question facile parce que c'est un impératif absolu, il ne faut pas que l'enfant soit frustré, et donc dans la mesure où on veut observer cette règle, il faut accepter qu'à certains moments on puisse permettre une communication plus facile en français. Bon. Mais d'un autre côté, si on tombe trop dans ce travers, l'enfant ne considérera pas que la règle du jeu c'est de s'exprimer en basque. Donc il faut arriver à trouver un système qui permet à la fois permette de ne pas frustrer l'enfant, mais de maintenir le cap sur l'utilisation d'une langue pour laquelle il est là et pour laquelle vous êtes là aussi. Donc comment faire pour que l'enfant joue cette règle, qu'il la perçoive comme une règle du jeu et qu'il puisse la jouer. Il faut évidemment démarrer très tôt avec des choses faciles, des chansons, des comptines, des petites scénettes, des sketchs, de façon à ce qu'il ait... En fait, on surmonte toutes les difficultés, les obstacles psychologiques des enfants si on met le ludique au centre. Il faut que l'enfant ait du plaisir en apprenant tout d'ailleurs, mais en particulier cette chose difficile qui est la deuxième langue. Il faut qu'il ait du plaisir, et donc c'est aux enseignants de maternelle notamment de faire en sorte que l'activité soit d'abord un plaisir avant d'être une activité. C'est pourquoi j'ai insisté sur marionnettes, sketch, comptines, chansons, scénettes, etc. Mais il peut y avoir autre chose, danse, expression corporelle. On peut faire des tas de choses, des ritournelles, et que l'enfant ait du plaisir. Et à ce moment-là, vous aurez passé le cap de cette difficulté et de cette frustration qui ne doit pas exister. D'une façon générale, vous savez que l'acquisition du savoir, ça correspond normalement à une curiosité. Or, la curiosité, ce n'est jamais que de la libido sublimée. C'est une libido sublimée. Sublimée à des fins de connaissance, à des fins de savoir, à des fins d'appropriation de contenu et de savoir. Mais ça marche de la même façon. À la base, c'est la dopamine qui vous motive pour un partenaire affectif et qui vous motive pour un savoir nouveau et pour une activité nouvelle. Donc, si on ne met pas le plaisir au centre de l'apprentissage, on n'a rien compris à l'éducation. C'est pas trop tard, mais c'est quand même c'est plus ou moins la dernière chance pour être un vrai bilingue précoce. Il faut le démarrer en petite section. De préférence en petite section. C'est encore la stabilisation synaptique ne se termine qu'à 7 ans. Elle commence très tôt, elle s'accélère vers 4-5 ans,
et elle se termine définitivement à 7 ans. Donc, si on démarre une langue précoce à 3 ans, on est encore dans un âge où il y a encore un foisonnement neuronal important. Donc, dans ce cas-là, il y aura eu combien? Il y aura eu peut-être 2 ans d'écart avec la maîtrise du français. Donc, c'est encore pas un trop gros décalage. On peut encore espérer que l'enfant construira dans son cerveau un broca unique et intégré. Ceci dit, je ne peux pas le garantir totalement. Il faudrait davantage d'images sur davantage d'enfants et davantage d'études. Là, ça se joue à 1 an, 2 ans près. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas une réponse à votre question. Il y en a peut-être presque autant qu'il y a d'enfants différents. Je disais, j'ai mal orienté le micro. Il n'y a pas une seule réponse à votre question.